Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau Meetup NCT. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez tout savoir. Et aujourd'hui dans ce Meetup, on va faire un petit appel téléphonique, visio, en direct avec un grand champion, encore une fois, avec monsieur Nicolas Roche. On va donc commencer à pédaler. Le Meetup commence dans 8 minutes. Donc il est temps d'aller le rejoindre, Nicolas, et d'aller voir si tout se passe bien pour lui en cette période de confinement, tout en sachant qu'on est le... on est le combien aujourd'hui? On est le 16 avril, et hier et avant-hier ont été dévoilées les dates des prochains grosses échéances. Tout est décalé, le Tour de France, etc. On va voir comment il a réceptionné cette nouvelle, ce qu'il en pense, comment il va s'y préparer, et on va bien sûr, grâce à la communauté, vous allez être plus de 35 aujourd'hui à pédaler avec nous, et bien pouvoir poser toutes les questions à Nicolas Roche. Alors c'est parti, allez, place au petit coup de fil et on se retrouve. Salut! Et ça marche? Ouais, ça marche, nickel. Parfait. Bon, il a l'air de faire beau chez toi aussi, tu t'es mis en extérieur? Ouais, là ma terrasse c'est à l'ombre, il pèle. Ah, merde. D'ailleurs je t'ai suivi, on peut commencer à en parler d'ailleurs, parce que je remettrai peut-être tout dans l'ordre. Je t'ai suivi sur la course que tu as faite en début de semaine de la Frenchy Fusion où tu t'étais aligné il y avait Brian Cocard, tout ça, et à la grande surprise de tout le monde, c'était pas prévu que tu sois là, et tout le monde était bien content. Tu t'as bien animé la course pour le coup. Ouais, moi j'en avais jamais fait en course, donc il y a beaucoup de réflexes que j'ai pas du tout. Et ça s'est très bien vu en début de course, j'étais incapable de rester en position, j'étais ou 40e ou premier. Et je savais vraiment, j'étais énormément à faire des efforts. D'ailleurs, après, quand j'ai vu les moyennes de watts, je dois avoir 30 ou 40 watts de moyenne de plus que les mecs devant moi. Mais comment dire, c'est Rudy qui m'a appelé. D'ailleurs, Nico, il faut que tu fasses un coup avec moi. Viens, c'est marrant, c'est 1 heure à bloc, c'est cool. La prochaine que tu fais, mets-moi un message. Il m'a écrit, ouais, ce soir, c'est 19h55. Je fais, ok, ça marche, compte sur moi. Donc, et il a bien fait, parce que moi, dans ma tête, je m'étais déjà inscrit et tout. Il y a 4 heures, il me dit, mais Nico, tu n'avais pas inscrit encore. Je dis, ah, bien. Donc, je me suis vite réinscrit et du coup, j'ai fait ça, c'était marrant. Ouais, alors, on a vu que tu avais attaqué à un moment. Tu t'es retrouvé tout seul. Ouais. Pareil, je connais pas les parcours et je pensais que c'était un tout plat. Alors j'ai vu, bon, si je pars maintenant, j'essaie de faire un peu style chrono. Parce que je roulais à 7-8 watts par kilo et les mecs derrière à 5 watts qui revenaient. C'était un peu exagéré. Bon, c'est comme ça. Non, mais faut connaître. Quand la dernière bosse, je me suis relevé, mais j'ai monté un train pas pour faire la course elle-même. La prochaine fois que j'en fais un, je peux dire, je reste dans les roues et je fais juste mes 3 minutes d'effort et oui, un peu mieux. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Juste pour mon orgueil, je vais retourner faire un. Maintenant, je sais comment ça marche. Ouais. Je connaissais pas le parcours parce que j'ai quasiment jamais roulé sur New York. Enfin, moi, c'était un bel exercice. Je peux dire, je me suis vraiment dépouillé. Et donc, tu comptes en refaire ou? Ouais, je vais en refaire parce que j'ai trouvé que c'est des initiatives qui sont importantes à suivre parce que on est tous dans le même milieu, tous dans le même bateau et je pense que quand il y a des personnes comme ça qui essaient un peu de créer quelque chose de nouveau, un dynamique pour s'amuser, pour distraire les gens, je pense que si je peux les soutenir en faisant un coup une fois de temps en temps une de leurs courses, je vais le faire. D'ailleurs, j'en ai reparlé hier à Rudy. J'ai dit, ouais, la semaine prochaine, je ne peux pas parce qu'il est fort probable que je fasse le Tour de Suisse online avec l'équipe. Et il est sûr que d'ici les 2-3 prochaines semaines, je ferai. Il y a Molema d'ailleurs qui roule dans nos roues là. Il est sûr que je referai une ou deux. Rien que déjà pour l'orgueil. Faut que je vais en faire une et apprendre un peu à me replacer là. Mais il faut que je fasse une ou deux pour m'entraîner les
aucune des certaines épreuves là qu'ils ont des fois en semaine, juste pour prendre, calculer, apprendre à être dans les roues en fait. Oui, non mais c'est exactement ça alors toutes mes vidéos où j'ai roulé comme ça avec un pro, à chaque fois on se faisait un petit défi, là on va pas le faire vu qu'on est tous groupés, mais et souvent je le battais le pro et les gens ils me disaient mais soit c'est triché ou comment ça se fait? Et à chaque fois j'explique, bah c'est juste que moi j'ai plus l'habitude de rouler sur Zwift et en général les pros, bah vous venez de vous y mettre ou vous connaissez pas, donc bah forcément moi c'est pas de la triche mais on est un peu Non, sur mon terrain. Non, je suis d'accord avec toi parce que même moi j'ai vu par rapport quand on a fait les tours des Flandres, bon c'était encore un effort différent, mais j'avais fait quand même toute la semaine à m'entraîner sur la plateforme, trucs comme ça, et après il n'y avait pas d'effet, vu qu'on était que 13 finalement, il n'y avait pas l'effet groupe, il n'y avait pas trop l'effet, c'était moins, c'était moins tactique que la course de l'autre jour. Mais j'ai senti que les efforts, en fait, c'est pas comparable à quelque chose qu'on a fait déjà nous. C'est pas un contre-la-montre, c'est pas une course, c'est vraiment, c'est un peu un contre-la-montre, mais c'est pas toi qui décides l'allure, donc c'est pas vraiment un contre-la-montre non plus. Donc c'est assez bizarre comme sensation et la gestion de l'effort, mais en tout cas, moi je le vois comme une bonne excuse pour faire 45 minutes à bloc et ça fait du bien, c'est rigolo. Moi j'aime toujours, j'ai pas l'orgueil de me faire battre sur Swift, j'en ai rien à souhaiter, j'y vais pour m'amuser et si ceux qui ont organisé leur course, ça leur fait aussi plaisir que je suis là, autant faire plaisir à tout le monde et rigoler un coup ensemble. Je ne me prends pas au sérieux sur Swift. Alors on va quitter un peu le monde virtuel pour revenir quand même à la réalité parce que bon, ça va bien nous rattraper à un moment et on l'a vu cette semaine alors qu'on était d'ailleurs t'étais en pleine course 10 minutes avant la course de la Frenchy Fusion là, le Dauphiné a sorti les dates du prochain Tour de France donc qui est décalé fin août début septembre. Donc ça laisse quand même encore quelques temps pour pouvoir, on espère, rouler avant. Vraiment rouler sur la route. Donc comment vous réceptionnez vous cette nouvelle date? On voit que la fin de saison va être interminable. Enfin, il n'y a même pas eu de début de saison pour le moment, mais ça va aller très très loin dans l'année. On parle d'octobre et tout pour des classiques. Donc pour moi, ça me change rien. Bon, à part l'année passée parce que je suis tombé au mois d'août, mais en général, je finis toujours vers le 25 octobre. Donc pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Ça a toujours été des périodes de l'année où j'ai été au top. Donc pour moi, regarde, au niveau programme, ça ne me change pas. À part ce qui est bien, c'est que j'ai des courses que j'aime qui sont au moment où je suis généralement en forme. Donc moi, je ne le vois pas comme quelque chose. Personnellement, pour moi, le Tour de France au mois de septembre, c'est génial. J'ai toujours dit, si le Tour était au mois de septembre, j'aurais peut-être fait un top 10. Bon, là, cette année, j'ai aussi pris de l'âge, donc c'est plus pareil. Les propos changent aussi, mais par rapport à la forme que j'avais toujours réussi à avoir sur le Tour d'Espagne, il est toujours un chouïa plus qu'au mois de juillet. Et, mais bon, cela dit, il ne faut pas oublier que dans les équipes, il y a 28 coureurs. Et que oui, quand on dit ouais, Tour, Vuelta, truc, machin, parce qu'on pense aux champions. Mais si la saison elle est coupée et qu'il n'y a que 5 courses, il faut aussi faire courir tout le monde. Donc, moi, alors oui, il y a Giro, Tour, Vuelta. Bah ouais, cette année, peut-être que je ferai qu'un seul grand tour au lieu d'en faire deux comme j'ai l'habitude de faire. Donc finalement, moi, ça ne me changera pas non plus grand-chose. Et dans le cas où je veux faire Tour Vuelta et l'équipe me laisse faire Tour Vuelta, c'est aussi faisable parce qu'il y a encore un mois entre les deux. Donc finalement, comme je dis, tout le monde est un peu ça panique. Non, parce que faut juste se réorganiser. Moi, ça ne me change pas grand-chose, à part que si les vacances, tu les fais un peu plus tard. Mais finalement, moi, mes jours de course, attends, si on est professionnel, si on n'arrive pas à faire 30 jours de course sur 3 mois, faut changer de boulot. Et donc, surtout qu'on a fait 6 mois sans courir. Donc, il y a un moment où, pour moi, c'est pas un vrai problème. Et au contraire, j'espère vraiment, vraiment qu'il y a le plus de courses possible. Parce que, comme je dis, ça ne veut pas dire que moi, je vais courir beaucoup. Mais ça veut dire que ça donne aussi la chance à un petit peu mon équipe à Neoprox, bien sûr. Autour, on va mettre les 8 meilleurs. À la Vuelta, les 8 meilleurs. Sur les 8 meilleurs. Mais ça se trouve, il y a des jeunes
un néo-pro, un truc machin, il va rien faire. Donc il faut qu'il y ait ces courses, il faut qu'il y ait beaucoup de courses, il faut qu'il y ait des courses. Si on a un Tour des Flandres qui tombe la même semaine que le Giro, bah tant pis, c'est comme ça. Cette année, c'est comme ça. Mais si ça permet à des jeunes de courir, d'avoir un jour sur une chaîne le Tour des Flandres, après le Giro, le truc, le machin, je pense que c'est le seul moyen de sauver l'année 2020 vélo pour les sponsors, la visibilité. Alors oui, ça sera une année différente, ce sera peut-être des champions qu'on connaît pas, mais de l'autre côté, ça donne aussi l'opportunité à certains coureurs de se montrer. Et comme je dis, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait des courses et qu'il y en ait beaucoup. Pas parce que mon programme va être chargé, mais parce qu'il faut que tout le monde court. Alors, est-ce que vous avez déjà des précisions, parce qu'on parle de déconfinement là, mi-mai, mais est-ce que tu penses qu'on aura le droit d'aller rouler dès mi-mai? Est-ce que vraiment ça sera... Ça, c'est une question qui est très difficile à répondre. Je n'ai pas la réponse. D'un côté, je me dis, enfin, il y a deux façons de le voir. Est-ce qu'on considère simplement qu'on ne nous laisse pas rouler parce qu'on est potentiellement un danger pour les hôpitaux? Et dans ce cas-là, on n'aura pas à rouler. Ou si c'est simplement pour des histoires de contagion, etc. Et là, à mon avis, il n'y a pas de problème. Donc le problème, il va être là. Mais de l'autre côté, je me dis, ouais, mais tout le monde, ils prennent bien les voitures pour aller au boulot, les gens. Les infirmières, ceux qui bossent dans les supermarchés, les gens de la commune, etc., ils sont aussi en voiture. Il y a aussi un risque d'accident. Au final, s'il y a une loi qui est faite pour les professionnels dans un premier temps, ça concerne 200 cyclistes sur toute la France. Donc c'est quand même une communauté qui est très 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 petite. Donc ça dépend comment approcher le problème. Si on dit ça concerne 200 personnes, ils sont pros, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, ça quand même, il y a très peu de pros qui tombent à l'entraînement, ou c'est peut-être 5% sur l'année, parce que ça arrive, hein, une voiture, plaque de verga, de la boue, ce que tu veux, un peu même des fois sans faire attention. Et là tu te dis bon, oui, il n'y a aucun problème parce que le risque est vraiment minime, il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas de bol pour qu'il y ait un pro avec moins de voitures sur les routes tombe et qu'il n'y en a que 200 sur toute la France. Et je suis même pas sûr qu'on arrive à 200. On va mettre 200 avec France-Monaco pour être avec les 50 qui sont à Monaco. Et je suis même pas sûr qu'il y ait 50 à Monaco parce que beaucoup sont partis rentrer dans leur pays parce que beaucoup de pays autorisés encore à rouler. Donc je pense que vraiment à Monaco, on doit être une trentaine maintenant. Mais bref, je pense en France, il y a au moins 150 pros, non? Auto français. On va mettre avec les élites, enfin les continentales et les continentales pros. Pour faire au plus large en plus. Ouais. Donc pour moi, c'est prendre un risque minime. Mais le risque, il existe. Il suffit qu'un mec il se casse la gueule et machin, et il ne peut pas être admis dans un hôpital, et là, ça fait un scandale. Donc c'est toujours ça en fait. Oui, le risque est minime, mais il existe. Ah, c'est pas évident. Non. C'est pas évident. Et de toute façon, ça sera des sorties de groupe. Je pense qu'on n'est pas près de... Les sorties de groupe, ça, tu l'oublies. Ouais, c'est ça. Ouais. Rien que déjà parce qu'il y a la sortie groupe, rien qu'au niveau contagion, bon, c'est un souci parce que ça en a vu, mais c'est aussi un facteur pour multiplier les risques de chute. Donc, je pense que... Alors, je ne sais pas si les gens au gouvernement ils réfléchissent avec une tête de cycliste et pensent à ce côté-là ou pas. Est-ce qu'ils voient que le groupe, c'est simplement comment dire, un problème de contagion, ou aussi qu'ils ont pris en compte que c'est un facteur de chute. Mais le problème, c'est ça. Donc, déjà, si on peut rouler seul, ça sera bien. Donc, c'est... Alors, pareil, il faut voir le côté égoïste, où je meurs d'envie d'aller faire du vélo parce que j'en ai marre de tourner en rond sur l'entraîneur. Et il y a le côté... là, on parle quand même de quelque chose de très sérieux, qui touche une économie, qui touche un pays, qui touche le monde entier. Est-ce que si je veux faire 3 heures de vélo sur la route, moi, ça change quelque chose, mais au risque d'avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Donc, il y a un moment où il faut aussi réfléchir que voilà, c'est comme ça et je m'y habitue, j'ai un nouveau rythme. Tous les jours, je fais mes séries d'entraîneur et c'est
L'année, c'est comme ça, et l'année prochaine ou dans 6 mois, ça sera différent, et puis voilà. Ah, tiens, c'est bien parce que j'allais te poser la question. Alors, l'entraînement aujourd'hui, ça ressemble à quoi une semaine type d'entraînement pour toi? C'est tous les jours du home trainer? Tous les jours, ouais. Ouais, tous les jours, des grosses séquences? Là, aujourd'hui, tu vois, ça fait un mois pile. J'ai quasiment fait du build quotidien avec plus d'un jour sur 2. Et j'ai pas encore pris de journée de repos. Il faudra que j'en prenne une d'ailleurs bientôt. Simplement parce que, comme je vis seul, en fait, l'entraîneur, ça me tue le temps. Et comme je m'ennuie au bout de 3 épisodes de Netflix, j'ai l'impression d'avoir les yeux carrés et j'en ai ras-le-bol d'être dans mon canapé. Donc, je préfère être sur mon rouleau à rouler même 1 heure tranquille que d'être scotché dans mon canapé ou la télé. Alors oui, il y a plein d'alternatives, il y a faire des cours en ligne, il y a faire plein de trucs, mais il y a un moment où j'ai quand même j'ai 2 sociétés, donc je m'occupe de mes sociétés. Je suis un peu plus là, je profite pour rattraper avec mes associés des choses que j'ai pas eu le temps de faire. Mais refaire un cours en ligne, ouais, c'est génial si tu as la motivation. Aujourd'hui, je préfère être sur mon entraîneur. Le soir, je lis un peu. En plus, pour lire, j'aime bien plutôt m'évader. Donc, je lis Marc Lévy, Guillaume Musso, plutôt que de lire des trucs sérieux parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a déjà suffisamment de sérieux. J'ai besoin, même au niveau des films, j'ai eu du mal à regarder des films, on va dire, instructifs ou on va dire sérieux. J'ai vraiment besoin de l'évasion. Je suis plus en science-fiction, en dessin animé, en animé. C'est bien, il y a la grande vadrouille en ce moment. Ouais, c'est ça, il faut rigoler. Ouais. Je pense que l'humour, c'est ce qui nous tient un peu ensemble. Sérieux, tu regardes des infos, tu as envie de sauter par le balcon. Ah bah là, oui, c'est clair. Le soir, tu te regardes la liste de Schindler, c'est fini, quoi. Donc je préfère me mettre Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, documentaire de la Formule 1, qui est génial à mon sens. Ça aurait été génial si un jour ou l'autre, dans le vélo, on arrivait à produire un documentaire pareil. Je sais qu'il y a celui de Movistar, mais celui de Movistar, c'est dans les coulisses de Movistar. Il n'y a pas la même tension que sur celui de la Formule 1, qui est vraiment fait d'une manière exceptionnelle, j'ai trouvé. Donc, je m'occupe. Et finalement, je suis bien sur le vélo, donc je roule. Après, comme tu dis, j'ai la chance d'avoir des copains qui sont connectés. On fait tous les jours on utilise des applications, Zoom, Microsoft Meeting, et je peux faire des réunions jusqu'à 8. Donc on se met en vidéoconférence sur le balcon et je parle à mon iPad pendant 2 heures. Quoi. Et donc tu Non, de français, je suis complètement cinglé en passant sur la rue là en bas. Qu'est-ce qu'il fait celui-là à parler tout seul sur le balcon? Et ça te fait faire combien d'heures par semaine, ça, à l'heure de vélo à peu près? Là, je tourne depuis le début du confinement entre 19 et 22. D'accord. Donc, je fais des sacrées journées d'entraîneur. Comme je dis, généralement du quotidien parce que le cerveau, il a aussi une limite. Et je me suis aussi rendu compte que pour moi, les horaires les plus durs à tuer, c'est vraiment 15h, 19h, tu vois. Donc, en général, 15h, 17h, c'est là où je lis un peu, je fais du boulot pour mes entreprises et où je regarde un peu la télévision. Et après, en général, de 6 à 7 ou de 5h30 à 6h30, je fais 1 heure sur le rouleau. Le temps de te doucher, de te préparer, etc. C'est tout de suite 19h30, c'est le temps de cuisiner et la soirée, ça passe beaucoup plus vite. Donc c'est pareil, je ne le fais pas avec la nécessité de m'entraîner pour être champion du monde la semaine prochaine. Je le fais parce que ça permet de garder la condition, j'ai pas envie de manger non plus des carottes râpées tous les jours, donc ça permet de manger non, parce que ça reste, c'est un tout. Si tu fais 1 heure d'entraîneur tous les jours, c'est dur pour la diète, tu es obligé de compenser d'un côté ou de l'autre. J'ai fait des super efforts tout l'hiver, j'étais déjà en bonne condition, j'ai pas envie de tout perdre, mais pour moi, c'est pas parce que les prochaines courses, on sait pas quand est-ce qu'elles ont lieu. À la fin, on est compétitif dans l'âme. Donc, moi, c'est pour moi-même, pour être bien dans ma peau, bien pouvoir
le week-end boire quelques verres de vin, un bon steak et le lendemain peut-être manger une glace. Ça me permet d'avoir une vie, on va dire, plus normale parce que si tu penses qu'au côté sacrifice, il n'y a rien, tu n'es pas capable de les faire. Quand je fais ma série d'entraîneur, je vois que j'ai fait 20 heures d'entraîneur, j'ai brûlé tant de calories, machin, bah, samedi soir, j'ai aucun regret, aucun remords quand j'enquille mes 2-3 verres de vin. C'est ma motivation pour la semaine prochaine, si tu veux. Non, mais faut pas se laisser aller, oui. Faut pas se laisser aller et faut se faire plaisir quand même parce que c'est sûr que si après, tu... je vais pas devenir alcoolique, hein, je me fais pas une bouteille tous les soirs, mais c'est important de garder le côté plaisir. Et le côté plaisir, il faut que ce soit un lien entre les deux, tu vois, entre le côté je roule, ça me fait du bien, machin, et ça y est, ce soir, je peux me faire plaisir, et juste assez pour que le lendemain ou le surlendemain, bah, ça y est, tu remets encore en route. Et puis, comme je te dis, finalement, les journées, elles passent assez vite. Entre mon frère, Laurent, qui est avec nous aujourd'hui, Michael Matthews, on a notre groupe de 4, on a notre groupe sur Swift, et notre groupe sur nos vidéoconférences, et les entraînements passent relativement vite. On rigole bien, on se fait des... Après, c'est intense, hein, tous les jours, 2 heures au téléphone avec les copains. Tu fais pas ça avec ni ta femme, ni ta copine. Non, c'est vrai. Mais c'est comme ça, aujourd'hui, quand je vais m'entraîner avec Michael, on passe 5 heures l'un à côté de l'autre, et puis on a les mêmes conversations que là sur Swift, sauf qu'on roule avec un avatar plutôt que d'avoir le contact visuel direct. Mais comme je l'ai sur la caméra là, finalement, c'est la même chose, et il faut essayer comment on dit, de changer un peu les normes et de s'adapter pour que ce soit le plus amusant possible. Si c'est tous les jours, putain merde, il faut que j'aille faire 2 heures de rouleau, tu tiens pas une semaine. Cela, il faut compter quand même long terme. Et là, on me demande dans quel club tu as commencé, mais c'est vrai que c'est le genre de question on peut facilement trouver la réponse sur Internet. Tu as une belle fiche coureur. J'ai commencé en Irlande, à un club qui s'appelle Orwell Wheelers. Un petit club à Dublin, qui est symboliquement le club où a commencé mon père, donc c'était sympa. C'est vrai que tu as la double nationalité. Hein. Tu parles... Non, j'ai la nationalité irlandaise. Ah. J'ai abandonné la nationalité française en 2006 ou 2007. 2008 même, parce que je me suis vite rendu compte que j'étais toujours entre deux. En Irlande, j'étais jamais irlandais, et en France, j'étais jamais français. Et j'en avais marre d'être toujours l'étranger, et il faut couper à un moment ou à un autre. Et pour moi, c'était à ce moment-là plus logique de prendre la nationalité irlandaise par rapport à mon père, parce que j'avais commencé le vélo en Irlande, parce que mes premières sélections au championnat du monde étaient avec des sélections irlandaises. Et puis je trouvais que c'était plus sympa de représenter un pays d'une nation plus petite. La France avait tellement de champions, ils avaient pas moi. Donc j'ai tranché. Alors j'ai toujours roulé avec une nationalité irlandaise, mais civiquement, il fallait que je tranche aussi. D'accord. J'ai une question là qui est assez intéressante, et puis ça peut être sympa d'avoir ton point de vue. Il y a Corentin là tout à l'heure qui a posé la question. Quand tu changes d'écurie, tu changes forcément d'équipementier au niveau du vélo. Est-ce que ça change tout un vélo? Est-ce que quand tu changes de vélo, tu as des énormes différences, ou peu, ou pas, je ne sais pas? Alors, j'ai beaucoup de chance où les composants que j'utilise depuis des années, c'est les mêmes. Ça fait maintenant 6 ans, 5 ans, depuis 2015, que je roule roue, DI2, pédale, cale, Shimano. Donc déjà, ça, c'est... et en plus, guidon. À part BMC, parce qu'ils avaient leur potence BMC intégrée. Mais sinon, j'ai toujours eu, donc depuis 5 ans, au moins l'avantage d'avoir les cales, le DI2 et les roues Shimano. Donc ça, déjà, là-dessus, sur le... Voilà. Après, c'est comme tout, c'est comme quand on rentre dans une voiture ou une autre. Il faut un peu s'habituer à comment est-ce que le vélo répond quand tu te mets en danseuse, comment est-ce qu'il répond quand tu freines fort à l'entrée d'un virage, en descente, la rigidité au boîtier pédalier, la rigidité sur la fourche ou au contraire sur l'arrière, comment est-ce qu'il répond quand tu te mets en danseuse, parce que là aussi c'est pareil. Moi je sais que par exemple le Specialized qu'on avait avec Contador, comme Alberto était quelqu'un qui se mettait énormément en danseuse,
le SL4 qui avait dessiné Berthaud, enfin, qui avait aidé à préparer Berthaud, tout l'avant était rigidifié parce que finalement, on était tout le temps sur l'avant. Donc le SL4, dans sa conception, était beaucoup plus rigide que d'autres sur l'avant. Et moi, c'était quelque chose qui me convenait bien parce que je suis aussi souvent sur la fourche. Par exemple, les Pinarello, eux, je sentais qu'ils étaient beaucoup plus rigides sur la boîtier de pédalier. C'est aussi un vélo, le Pinarello, c'est un vélo qui n'a pas choisi de faire ni montagne ni vite. C'est un vélo qui fait les deux. Donc c'est aussi normal qu'il soit beaucoup plus rigide sur boîtier de pédalier pour le plat. Après, dans la montagne, quand c'est trop rigide sur boîtier de pédalier, ça veut aussi dire que c'est plus difficile à emmener quand tu te mets sur les danseuses. Ce qui est important, c'est que le vélo trop rigide, c'est génial sur le plat, mais il te rend rien. Il faut que le vélo il faut qu'il te rende quelque chose. Donc il faut que quand tu te mettes en danseuse, que le vélo se plie avec toi pour te rendre l'énergie. Si c'est un bout de bois, il est beaucoup plus difficile à emmener, comme on dit dans le jargon. Mais en général, les vélos aérodynamiques, ils ont souvent aussi des boîtes de pédalier qui sont beaucoup plus bas parce qu'il faut une force pendant en position assise qui est beaucoup plus stable pour prendre la vitesse. Donc Pinarello ont fait un compromis et ils ont dit bon, on a un vélo, il fera les deux à la fois. Mais par exemple, Pinarello, dans les descentes, était très rigide. Et d'ailleurs, on voit souvent les coureurs de la Ineos, quand ils descendent, ils ont toujours tendance à sortir très très large parce que c'est pas un vélo qui se tord. Et finalement, il faut un vélo qui se tord un peu pour corriger. Tiens, j'ai une question qui n'a pas été posée, mais je savais bien l'avis d'un pro. J'ai jamais posé cette question-là. As-tu déjà testé les plateaux ovalisés? Non, j'ai pas envie. Pourquoi? C'est un truc, quand je vois, c'est un truc, pour moi, ça me paraît pas normal qu'un plateau il tourne comme ça. Alors, je suis désolé, je vais pas faire la pub parce que c'est. Mais quand je vois tous les problèmes mécaniques que Froome il a toute l'année, que je sais pas, je me dis que si c'était si bien que ça, il y aurait les trois quarts du peloton qui l'auraient aussi. Donc il y a plein de choses qui fait que ça m'a jamais. C'est le genre de truc où je suis content avec mon pédalier rond. On est 99,99999% avec un pédalier rond. Donc j'ai pas cherché à. Ça m'a pas attiré. Esthétiquement, je trouvais pas que c'était joli non plus. Donc pour moi, le plateau ovale, bon bah à Froome ça marche, c'est son style de pédalage. Il monte l'école à 500 à l'heure avec son pédalier rond, enfin ovale. Bon, d'ailleurs il y avait énormément de blagues parce qu'apparemment le pédalier ovale ne va pas très bien sur les home trainers. Alors j'ai pas compris pourquoi, mais bon, je sais que tous ces équipiers ils ont fait les blagues un peu en début de saison, au de confinement là. Qu'est-ce que ça te fait de pédaler rond, etc., etc. En revanche, je sais que mon père il a roulé avec et il m'a dit que c'était vraiment personnel au coup de pédale. C'est-à-dire que t'as des coups de pédale qui s'adaptent très bien et que tu vas vraiment ressentir une aide du pédalier ovale. Il y en a d'autres qui, au contraire, ça leur casse les pattes. Donc, c'est un peu comme les manivelles, tu sais. Il y a eu un moment, c'était la mode de remettre des manivelles plus courtes. Il y a eu la mode de mettre des manivelles plus longues. Finalement, maintenant, c'est retourné un peu sur la mode des manivelles courtes. Parce que quand on a les positions toutes sur l'avant, beaucoup ont des problèmes de hanche. Alors qu'avec les manivelles plus courtes, ça permet de moins créer cette perturbation au niveau du bassin, que tu tournes beaucoup plus rond finalement. Donc ça revient un peu dans la mode sur beaucoup de coureurs de retourner sur des 170. J'ai essayé aussi les 170, j'ai trouvé qu'à l'entraînement c'était grandiose, j'y allais. J'étais à Tenerife, je montais l'école, je vais gagner le Tour de France, c'est pas possible, c'est génial. Je suis arrivé dans la première course et j'ai les jambes en haut des bosses, alors c'était génial pour monter, mais en haut des bosses quand il fallait relancer, il fallait tourner à 200 tours minute, j'étais pas capable de. Ça me faisait trop de différence. Et au bout de 2 jours, je suis retourné après avoir fait 1 mois de stage avec les 170, je suis retourné sur les 175. Alors après, j'ai discuté avec d'autres coureurs qui l'avaient utilisé. Ils m'ont recommandé que quand tu fais ça, ce qui est important, c'est de monter le plateau. Donc rouler en 54 si tu es en 53, mais rouler avec une dent en plus. Enfin, il y avait plein de petites astuces pour avoir l'effet tricycle en fait, quoi, du petit vélo bien. Alors en ce moment, c'est le gros
truc qui se dit sur Internet, arrêtez. Enfin, il y a des pour et des contre home trainer. Il y en a qui disent mais vous allez vous cramer parce que c'est très violent. C'est vrai que c'est violent le home trainer. Alors est-ce qu'on peut vraiment se cramer? C'est possible, on sait pas. On n'a pas de recul. Non, on saura vraiment. Ouais. Bah bon, après c'est pareil. Toi tu fais pas des courses tous les jours, tu fais aussi des sorties avec des entraînements, j'imagine, des plans d'entraînement et tout. C'est vrai qu'il y en a qui abusent et qui font des courses tous les jours, 1, 2 courses par jour, donc 1h30 au taquet. Ça peut être énorme. Ouais, c'est comme tout, il faut se connaître, s'écouter. Par exemple, ce matin, je voulais faire 2 heures, plus profiter d'aujourd'hui d'autres heures pour avoir 3 heures. Et au bout d'1h15, j'en avais plein les fesses. Et j'ai mis un texto sur le groupe des amis. J'ai dit, moi, je fais 10 minutes et j'arrête. Il faut aussi un peu sentir. Hier, je n'avais pas prévu. J'étais dans mon canapé. Michael, il avait des trucs à faire le matin. Il a été faire ses courses. L'après-midi, il me fait, Nico, je vais faire 45 minutes. Tu viens avec moi? J'ai dit, ah ouais, pas de problème. J'ai jamais inclus ça. 45 minutes, mais on a fait 45 minutes à 200 watts de moyenne. On n'a pas fait la course à 300 watts. C'est aussi là. C'est que vu que tu as les watts et tout, et machin, ça devient un peu un jeu. Et tu as toujours envie d'aller plus fort, plus vite. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de toujours d'aller plus vite, plus fort. Des fois, c'est cool de pied. Donc, ouais, il y a des journées où comme l'autre jour, la course, bah, tu fais 45 minutes à bloc. Mais après, pendant 2 jours, je refais pas 3 jours même, je refais pas un effort. Là, j'ai pas refait d'effort depuis l'autre jour. J'ai monté un peu vite hier matin une des bosses là, mais pas non plus à 10 watts par kilo. J'ai monté à 4,5, 5 juste pour transpirer et garder un peu de fitness. Mais moi, c'est pareil, hein, j'ai toujours dit, ouais, l'entraîneur, putain, c'est dur comment tu récupères. Bah, les premiers jours, j'attends. C'est vrai que les premiers jours, un jour, je me suis emballé, j'ai fait 3h30 sur l'entraîneur. Bah, l'après-midi, j'ai fait la sieste, hein, j'étais KO. Mais il faut apprendre à s'écouter. Ce qui est vraiment important, c'est de faire attention à l'hydratation. Parce que le risque le plus, on va dire, dangereux sur tous ces trucs-là, c'est déshydrater et sels minéraux. Donc, c'est vraiment. Et donc, c'est pour ça que peut-être qu'ils disent le cramer la gueule. Après, maintenant, rouler comme on roule là à 160 watts, tu peux rouler 3 jours, il n'y a pas de problème, hein, tu ne vas pas te cramer la gueule. Donc, le problème, c'est si tu transpires 4 litres d'eau tous les jours, tu vas créer des carences en sels minéraux, notamment potassium, magnésium. Donc, ça va même jouer sur ton humeur, ton sommeil. Donc, manger un peu de carottes, chocolat noir, ça fait du bien. Pour le magnésium. Mais les petits trucs comme ça, mais je rigole, mais je le dis aussi sérieusement. Boire un peu d'eau de coco, de la banane, parce que c'est très fort en potassium. Quand tu fais beaucoup d'entraîneurs, bah, faut essayer même si c'est pas super bon pour la santé, mais il faut essayer de saler un peu plus, parce que finalement, le lendemain, tu es peut-être un peu gonflé, mais tu transpires un petit peu moins aussi. Tu t'hydrates un petit peu moins. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça c'est des petits, on va dire, des life hacks. Faut faire attention. Moi, normalement, je ne sale jamais trop mes plats. Là, bah, après l'entraîneur, je sale toujours un petit peu plus qu'à mon habitude. Il ne faut pas mettre 1 kilo de sel. C'est comme tout est toujours dans le raisonnable. Mais avant, je salais quasiment jamais. Là, bah, tu vois, je mets 2-3 petits trucs de sel. Puis pareil, il ne faut pas non plus boire 3 litres de noix de coco tous les jours. Mais en plus, là, c'est assez cher. Mais une banane, un truc, machin, tu regardes sur Internet, tu fais liste des aliments riches en potassium, ça te file une liste. Puis ça se trouve, il y a des aliments que tu manges tous les jours sans même le savoir. Mais je pense que le plus important quand tu fais l'entraîneur, c'est les sels minéraux. Le reste, se cramer la gueule physiquement, ouais, si tu fais l'abruti tous les jours à 180 pulses, oui, c'est sûr que là, tu vas te faire mal. Mais si tu roules comme si tu roulais sur la route, c'est-à-dire à ton tempo en route, avec le cardio, si tu roules avec tes copains le dimanche à 135 pulses de moyenne, bah, tu gardes 135 pulses de moyenne et tu te fais tes 2 petits sprints pour rigoler, tes 10 minutes pour rigoler. Et là-dessus, il n'y aura aucun moyen de se cramer la gueule. Cela, il faut quand même qu'on pense que c'est pas 1 semaine ou 2 semaines, c'est qu'il faut tenir le coup encore 1 mois. Oui, encore 1 mois, oui. Et qu'on a déjà fait 1 mois. Oui. Alors, les gens sont vraiment contents de cette situation-là. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est totalement inédit. Enfin, après, c'est bien, c'est que ça montre encore une nouvelle fois que les cyclistes, même pros, sont accessibles
et se rendre accessible. Et les gens sont vraiment très contents de ça. Là, Pour moi, c'est ce qui change notre sport. Ouais. C'est qu'en général, le cycliste, il n'a pas le problème de la barrière. Ah oui, sur le tour, il y a la barrière, mais il n'y a que sur le tour. Après, sur la plupart des autres courses, il n'y a pas la barrière. Tu es au bus, tu es quasiment à poil en train de monter dans le bus, tu as quand même une certaine intimité. Alors que dans le foot, j'ai du mal à voir les gens attendre à l'entrée des vestiaires, quoi. Donc, déjà, donc finalement, bon, je donne le foot, c'est parce que c'est l'exemple le plus extrême, mais il y a d'autres sports qui s'ouvrent aussi. Regarde, dans la Formule 1, tu peux acheter des passes pour les paddocks. Alors, ils monnaient ça énormément. Ça coûte très très cher leurs passes, mais ils donnent cette accessibilité si tu as les moyens d'y aller, mais tu as l'option de le faire. Dans d'autres sports, il n'y a pas. Nous, dans le vélo, on a la Formule 1, donc il ne faut pas que ça soit payant pour aller nous voir. Que le tour soit plus contrôlé, oui, parce que sinon il y aurait trop de monde. C'est plus pour des raisons de sécurité, etc., pour les sponsors. C'est aussi important, c'est les budgets qui sont plus importants. Mais sur les courses, c'est ça qui est beau dans le métier, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Tu vas aller à l'Alpe d'Huez, tu vas à l'Alpe d'Huez. Déjà, il faut que tu payes l'hôtel, le truc, la caravane, tout ce que tu veux. Pour les fans de vélo, il y a des coûts qui sont assez importants pour nous voir passer 10 minutes. Donc c'est pour ça que pour moi, j'aime maintenant la profiter et de rendre un peu mon temps aux gens qui prennent le temps de venir nous voir, parce que le vélo sans public, c'est pas faisable. Ah bah oui, ça doit pas être pour se dépasser. Ouais, j'imagine un col au Tour de France sans public de A à Z. Ah ouais, ça serait triste. Ça serait très très triste, que ce soit pour les images des gens qui regardent à la télé, et autant pour vous, enfin pour tout, quoi. Ça fait partie du folklore. Même si parfois c'est un peu dangereux. Mais... Ouais, le problème c'est ça, il y a toujours des abus, mais c'est toujours pareil, il y a toujours 2, 3 qui gâchent un peu la fête, c'est dommage. Que la majorité des gens se comportent bien et vont pour la passion du vélo, pas pour faire l'abruti devant la télévision, mais il y en a toujours quelques-uns qui prennent des risques inutiles et mettent les autres fans et les coureurs aussi un peu en danger. Et il y avait une question tout à l'heure, tu utilises d'autres logiciels que Zwift pour faire du home trainer? Des trucs plus spécifiques pour l'entraînement? J'utilise tous les trois. À la majorité, j'utilise Swift parce que tout d'abord, c'est Swift qui m'a soutenu avec l'installation, avec le Drivo, ceux qui me prêtent l'entraîneur. Donc c'est normal que je les suive. Ensuite, simplement parce que le Tour des Flandres était sur Bicool, donc je me suis mis sur Bicool, et puis une fois de temps en temps, je vais faire une sortie. Ça change un peu des routes de Londres ou de... Et la semaine prochaine, en faisant le Tour de Suisse, il faudra télécharger Rouvy. Voilà, donc Rouvy, je ne le connais pas encore. On m'a dit que c'était bien aussi, donc c'est pareil, ça changera un peu d'avoir enfin, un bon disque dur, mais mais bon, je vais essayer ça la semaine prochaine, donc je dirai ça. Et donc le Tour de Suisse, ça, on va en parler pour terminer. Ça va ressembler à quoi exactement? J'avoue que j'ai pas trop suivi. Combien d'étapes? Alors moi, j'ai simplement les détails depuis hier. J'ai pas encore lu le roadbook. Donc apparemment, c'est une course de 5 jours. En général, ce sera autour des 45 minutes à 1 heure l'étape. C'est autour des 35-40 km. Il y a 3 étapes de montagne, 2 étapes plates. Les équipes courront en équipe de 3. Je pense qu'il y a 40 coureurs. Donc il doit y avoir 15 équipes Non, il y a 7 équipes, donc je pense qu'il y a 50 coureurs. 49. Et ensuite, il n'y a pas un classement général. Et tu peux choisir de faire... Enfin, l'équipe choisit de mettre sur 1, 2, 3 ou 5 étapes. Comme en ce moment, je passe ma vie sur l'entraîneur, donc j'en ferai 3. Et je fais les 3 de montagne. Mais je n'ai pas encore regardé qui fait les autres avec moi. J'ai vu que Wilco Kelderman fait aussi les 3 avec moi, mais je n'ai pas regardé qui est le 3e guide. D'accord. Et ça sera retranscrit en live, j'imagine, ça? J'imagine en live, certainement sur une plateforme internet, YouTube, ou peut-être aussi les chaînes. Je pense que c'est tout dans le
pas le cahier des charges, mais le livre que j'ai reçu là online qui explique, alors c'est beaucoup de détails, hein, c'est comment positionner la caméra, les logiciels à télécharger pour les Flandres. J'avais quasiment 5 jours de préparation. On essaiera de suivre ça. Moi, je sais que la semaine prochaine, je fais aussi un petit tour sur Zwift. Là, à la Frenchy Fusion, ils organisent 5 étapes aussi la semaine prochaine. C'est un mini tour avec des maillots de grimpeur, maillots de sprinter, classement général par catégorie. Donc bon, moi j'y vais pas pour faire, pour rien faire, j'y vais pour m'amuser, mais ça va être sympa aussi à suivre. Mais je pense que ça aurait pu t'amuser. Voilà, c'est fait. Yes. Bah écoute, Bon, parfait. un plaisir. Yes. Parfait. Et puis occupe-toi bien pendant encore ces plusieurs semaines. Hein. Ouais, mais comme tu dis, en fait, finalement, tu te rends compte que, heureusement, j'ai des amis, même des amis d'emploi, cyclistes et tout, j'ai tous les jours un texto, un truc, un machin. Et finalement, même si je suis seul et que je vois personne, j'ai pas l'impression d'être seul. Il y a même des journées où j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Tu vois là, aujourd'hui, j'ai fait 2 heures d'entraîneur. Ce matin, j'avais des mails. Après l'entraîneur, j'avais une conférence avec, comment ça s'appelle, Virgin Media. Donc ça durait une demi-heure, il fallait que je fasse une vidéo. Après, donc directement, on a fait ça. Et là, maintenant, à 4h30, j'ai France Peloton ou un Instagram, comme ça, un Twitter, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je dois refaire encore une interview d'une demi-heure et puis là, je dis, il est déjà 6 heures. Ah bah oui, c'est clair. Ouais, les journées... Moi, c'est ça en ce moment aussi. Hein. Mes journées, ça va le faire. Bon bah écoute, Nicolas. Courage. Yes. Et si tu veux refaire une session dans ces 4 semaines, tu me... Y a pas de problème. Y a pas de problème. Ok, bah écoute. Ciao.